Bonjour à tous et à toutes. J'espère que la semaine débute bien pour les uns et les autres. On est une vingtaine de participants pour l'instant, 21 maintenant, donc je pense qu'il y a encore 2-3 minutes qu'on va laisser aux personnes pour qu'ils puissent se connecter s'ils le souhaitent. Et puis après, on présentera effectivement notre intervenante d'aujourd'hui et puis le thème de cette intervention. A priori, on a une nouvelle venue ou un nouveau venu, bienvenue. Je vous propose peut-être voilà, de commencer à faire l'introduction. Ça fera venir quelques personnes retardataires. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir notre collègue francilienne Barbara Bertini, qui est elle-même donc coordinatrice régionale des PASS et des EMPP sur la région francilienne. Elle travaille depuis longtemps sur la question des mineurs non accompagnés, donc elle va nous présenter un petit peu ce qu'elle a pu voilà, avoir comme élément et historique par rapport à cette problématique-là, mais aussi de la pratique sur le terrain. On la remercie vivement d'être venue nous rencontrer. Elle va intervenir et présenter donc quelque chose pendant une demi-heure à peu près. Pendant ce temps-là, je vous propose vraiment de ne pas oublier de couper vos micros voilà, pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Vous pourrez ensuite poser des questions soit en prenant la parole, hein, en levant la petite main que vous avez en haut de votre écran, soit en posant une question dans le chat. De nouveau, sachez que ce webinaire, il est enregistré, que vous pourrez avoir un replay sur la chaîne YouTube de la coordination. Donc, n'hésitez pas, donc on vous fera passer le lien, mais n'hésitez pas en tout cas à le dire à vos collègues qui n'ont pas pu venir et pour vous-même si vous voulez réécouter ce temps d'échange. Je ne sais pas si Fabien, tu veux rajouter quelque chose? Non, bon, C'est tout bon? ouais, très bien. Barbara, en Eh question. ben, on va laisser la parole à Barbara, qu'on remercie encore d'être avec nous. Alors, merci à vous. Bonjour tout le monde. Donc, pendant que je passe mon PowerPoint, je ne vous vois pas. Donc, voilà, s'il y a quelqu'un qui s'agite, je vous demande de le faire à l'oral. Et après, je vais arrêter les partages et je répondrai à l'ensemble de vos questions. Donc, Barbara Bertini, donc, je suis coordinatrice régionale des PASS et des équipes mobiles psychiatrie précarité région Île-de-France. Je suis également anthropologue de la santé. Comme disaient mes collègues, ça fait plusieurs années, mince, je fais déjà des bêtises, qu'on s'intéresse particulièrement à ces sujets des mineurs non accompagnés parce que depuis 2015 et a fortiori depuis 2016, la région Île-de-France est très impactée par l'arrivée des mineurs non accompagnés avec une répercussion bien évidemment dans les passes où les mineurs accompagnés représentent entre 10, ça dépend des années, mais entre 10 et 15% de notre file active. Et juste pour planter le décor, donc en région Île-de-France, il y a 68 passes généralistes et spécialisées confondues. Et tous les ans, on a une file active régionale. Évidemment, ça change d'une année sur l'autre, Covid mis à part, mais d'à peu près 57 000 personnes par an et au niveau de la région, dont 10 à 15%, encore une fois, ça, selon les années, sont des mineurs non accompagnés. Donc, vous le savez bien, on a une définition du mineur non accompagné selon l'autre commissaire des Nations Unies. Et en fait, qui fait état d'un enfant, donc d'un mineur non accompagné et qui est séparé par les deux parents ou par un parent et qui n'a pas une prise en charge par un adulte, soit ayant une délégation parentale, soit une délégation coutumière. Voilà, tout ça, vous avez déjà entendu parler de la kafala. Dans plusieurs pays, dans plusieurs républiques islamiques, l'adoption en tant que telle n'est pas légale et donc il y a une loi coutumière qui permet la délégation de l'autorité parentale, mais qui n'est pas dans les codes civils des pays en question. Mais voilà, peu importe, selon l'autre commissariat des Nations Unies, c'est un enfant qui est séparé de la responsabilité d'un adulte.
Là où les choses se compliquent, hein, c'est que chaque pays, et notamment chaque pays de l'Union européenne, peut avoir une définition qui varie un peu selon comment on définit un mineur non accompagné. Donc en France, on parle d'une personne de moins de 18 ans qui est de nationalité étrangère et qui se trouve séparée de ses représentants légaux sur les sols français. D'accord? Et du fait qu'il est mineur, donc il va être jugé en incapacité juridique et du fait de l'absence légale, donc il est isolé et a besoin d'une mesure de protection. Alors, pourquoi je parle de la France et des autres pays? Parce que là où je vais en venir tout de suite, c'est qu'au niveau de l'Union européenne, il n'y a aucune donnée fiable sur les nombres des mineurs non accompagnés qui arrivent sur l'espace de l'Union européenne. Parce que certains pays, par exemple aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni, il est nécessaire, peu importe que ce soit des mineurs, machin, mais déposer une demande d'asile. L'Espagne et la France, les mineurs peuvent être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, on va y revenir, mais ils n'ont pas l'obligation de se déclarer en tant que demandeurs d'asile. L'Italie, par exemple, ne reconnaît pas comme des mineurs non accompagnés les mineurs ressortissants de l'Union européenne. Donc, je vous la fais très, très simple. On n'a aucune donnée à part les données d'Eurostat, ils arrivent à comptabiliser au niveau de l'Union européenne les nombres des demandeurs d'asile, parmi lesquels les mineurs non accompagnés, mais du fait de la différence des statuts à demander pour les mineurs non accompagnés, donc nous n'avons pas des données à l'échelle européenne sur combien il y a ou il y aurait des mineurs non accompagnés. Voilà, et il y a des projets pour essayer d'harmoniser, etc., mais pour le moment, on n'en est pas là. La seule chose qu'on a un peu comme quelque chose de commun, c'est qu'un mineur, on ne peut pas lui opposer l'irrégularité du séjour sur les territoires français. Voilà, c'est la Convention de Genève. Un mineur doit être pris en charge et protégé et donc il n'est pas soumis aux lois administratives et judiciaires telles qu'un adulte. Et donc, et en France, c'est la même chose. Donc, un mineur non accompagné est forcément en situation régulière. Alors, quand je vous disais qu'il n'y a pas de données, c'est vrai à peu près. Il y a la mission des mineurs non accompagnés, qui est une mission interministérielle rattachée au ministère de la Justice, qui par contre arrive à objectiver des données, mais uniquement les données qui concernent les mineurs non accompagnés euh, qui ont été prises en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc, bien évidemment, ce n'est pas représentatif. On verra après qu'il y a beaucoup de mineurs qui ne sont pas reconnus ni mineurs ni accompagnés. Néanmoins, ça nous donne un peu une idée des chiffres et des flux des mineurs qui arrivent en France. Donc, encore une fois, uniquement ceux qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc, alors, ça veut pas dire que les phénomènes n'existent pas avant 2015-2016. Ça a toujours existé. Néanmoins, les nombres des mineurs non accompagnés commencent à devenir assez représentatifs après ce qu'on appelle la première grande vague migratoire 2016. On commence à comptabiliser en 2017 et donc ce n'est uniquement depuis 2017 nous avons des données objectives et objectivables. Et donc vous voyez bien une crescendo, un arrêt ou un ralentissement 2020-2021, bien sûr, c'est les années Covid, et une reprise qui recommence à être plus importante en 2022 et en 2023. Donc,
c'est l'année la plus importante. Ce rapport est très bien fait et il est en accès libre et donc c'est vraiment, c'est fait d'une façon annuelle et c'est des données qui sont vraiment fiables et en plus ça fait département par département, région par région. Donc c'est vrai que ça donne un aperçu assez exhaustif du nombre de mineurs non accompagnés, encore une fois pris en charge par la pardon. On va passer vite. On a, on va dire, un rajeunissement de l'âge. Bon, ce qui est important de voir, c'est effectivement que les nombres les plus importants sont des jeunes gens qui ont plus de 15 ans. Les petits, il n'y en a pas beaucoup, malgré les changements d'une année sur l'autre. Par contre, ce qu'on remarque, c'est une augmentation de la proportion des mineurs non accompagnés filles. Alors, vous allez me dire, 8,3%, c'est pas beaucoup, certes. Euh, on était à 6 l'année dernière. Donc, on voit bien que c'est quand même un crescendo qui est important et on était presque à 0% en 2016-2017. 2007, vous voyez, on passe des 600 à l'échelle nationale à plus de 1613. Donc, on a un nombre qui est de plus en plus important des mineurs non accompagnés filles. Juste pour vous donner une idée, chez nous, alors il y a plusieurs actions qui sont faites en direction des mineurs non accompagnés, mais il y avait un centre de prise en charge MNA avec quelques places d'hébergement qui était géré par Médecins sans frontières. Médecins sans frontières en région Île-de-France a commencé par avoir un accueil inconditionnel. Après, face au nombre de plus en plus croissant uniquement des cas complexes et depuis 2-3 ans uniquement pour les filles. Parce qu'on voit bien que elles sont vulnérables parmi les vulnérables. Je vais très vite, mais on va dire 2 cas de figure un peu représentatifs. Alors, beaucoup des jeunes filles en provenance d'Afrique subsaharienne, RDC, Guinée, Mali, etc., qui ont eu un parcours migratoire exactement comme les mineurs non accompagnés garçons et plus globalement comme les migrants primo-arrivants, donc avec des périples migratoires assez longs, passage par la Libye ou les routes migratoires classiques. Et donc, dans les raisons de départ, c'est plutôt de la violence intrafamiliale, l'effet de vouloir échapper à des mutilations sexuelles féminines, des mariages arrangés, comment dire, être mise à service de quelqu'un de la famille, donc c'est qu'on peut dire une sorte d'esclavage domestique. Et après, on a un phénomène des jeunes filles des pays de l'Est qui sont mariées un peu via les réseaux sociaux, en fait, dans une communauté qui est déjà installée en région Île-de-France et qui organise des mariages avant la majorité des jeunes filles. Traditionnellement, l'éducation de la jeune fille s'est fait dans la belle famille. Donc, c'est la belle-mère qui est responsable d'apprendre à la jeune fille les tâches domestiques, etc., être une bonne épouse, etc. Et après, finalement, quand les mariages capotent, les moments du mariage, ou parce que les jeunes ne s'entendent pas, ils ne sont absolument pas choisis, ou la belle-mère considère que la jeune femme n'est pas à hauteur des tâches qui lui incombent, eh ben, elles se font rejeter et donc elles se retrouvent à la rue et donc en situation d'isolement et sans un repère d'adultes. Les principaux pays d'origine des MENA, on va vite, c'est toujours les mêmes, ça change d'une année sur l'autre, mais en fait, sont grosso modo depuis une dizaine d'années, sont toujours les mêmes pays, même si bien évidemment, ça peut changer d'une année sur l'autre. On va faire donc l'Ukraine et les moments où on a eu différents
réfugiés en provenance d'Ukraine, c'était un phénomène très circonscrit dans une période donnée, donc un accueil d'un certain nombre de personnes en provenance d'Ukraine, dont des mineurs non accompagnés, mais un peu des orphelins ou des gens ou des gamins qui étaient venus avec une grand-mère, après la grand-mère est décédée, mais voilà, c'était très, très euh, c'est un phénomène vraiment très ponctuel. Et là, on va dire qu'au niveau général, l'Ukraine ne ressort pas forcément et on a de moins en moins d'Afghans. Et donc, c'est souvent la Guinée, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, les Mali, l'Algérie, les Cameroun, hein, voilà. Plutôt, on va dire, pour faire simple, des pays du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, globalement francophones. Voilà, donc derrière je regarde la montre, ça va. Derrière on va dire les trucs administratifs, on a plusieurs réalités sociologiques. Donc, on peut avoir des mineurs non accompagnés demandeurs d'asile. Alors, c'est beaucoup les Afghans chez nous. En transit, on y reviendra, mais en fait, quand je vous disais que c'est très compliqué d'arriver à avoir une idée claire du nombre, c'est aussi parce qu'il y a pas mal d'adultes et des enfants qui essayent de passer sous les radars parce qu'en fait, l'objectif, c'est de rejoindre l'Angleterre et donc c'est ce qu'on appelle en transit. Alors, ce ne sont pas en région Île-de-France, ce sont plutôt en Haute-France, mais c'est des personnes qui ne veulent pas rentrer en contact avec des dispositifs de l'État, l'idée étant de passer en Angleterre. On peut avoir des mineurs non accompagnés qui étaient déjà isolés, mais plutôt qu'isolés, plutôt émancipés dans leur pays d'origine, qui avaient déjà quitté les villages d'origine, la famille, et donc ils vivaient déjà en tant qu'adultes et au gré d'une occasion ont pu passer en Europe. On a bien sûr des jeunes, des enfants victimes des traîtres humaines. Il y en a qui sont partis avec un adulte et qui ont perdu au long du voyage. Il y en a qui ont été envoyés pour rejoindre quelqu'un. Ça nous renvoie à cette histoire de la kafala. Il y en a beaucoup qui sont mandatés par la famille du fait qu'effectivement, dans l'espoir qu'ils puissent être éduqués, donc scolarisés, pris en charge, et donc avoir un meilleur avenir. Il y en a beaucoup qui sont partis seuls ou avec des amis, entre guillemets, sans en former la famille. Je ne sais pas si vous avez vu ces films qui est très joli, Moi, Capitaine. Parce que justement, ce qui est intéressant dans ces films, c'est l'histoire d'un groupe de gamins, dont deux potes très, très copains, qui décident de quitter le Sénégal à l'insu des familles. Donc, on voit bien que les adultes qui soupçonnent les projets, ils essayent de les empêcher. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gamins en question, j'ai fait des bêtises, excusez-moi, mon ordi fait des bêtises. Voilà, ce qu'on voit, c'est que c'était pas des gamins maltraités, il y avait une maman, ils n'étaient pas dans un état de précarité extrême, mais bon, voilà, c'est les rêves pour avoir un meilleur avenir, et donc ils décident de partir seuls en affrontant la traversée dans la Méditerranée, les passages en Libye, etc. Il y a un autre bouquin qui est un peu, on doit toujours le trouver, c'est Bilal sur la route des clandestins. Il ne parle pas des mineurs non accompagnés, mais est vraiment très bien ces bouquins parce qu'il raconte comment en fait, chaque état des passages, etc., il y a une vraie économie, malheureusement, liée à cette migration clandestine. Et donc, forcément, aucun État a vraiment envie, on va dire, la volonté d'arrêter les phénomènes. Donc, il n'y a pas que les méchants passeurs, mais tout le monde un peu se sert au passage. Et il y a des économies parallèles dans tous les États où les migrants clandestins traversent pour arriver en Europe.
Voilà, bon, donc ça vous connaissez bien. Derrière les mots mineurs non accompagnés, nous avons des multiples réalités administratives. Donc un mineur primo-arrivant qui n'a pas encore eu contact avec les services départementaux, vous le savez, hein, c'est les conseils départementaux qui a la charge de la prise en charge des mineurs non accompagnés avec une contribution forfaitaire de l'État qui est différente et variable selon si les départements assignent ou pas une convention tripartite avec la préfecture. Voilà, donc une contribution forfaitaire, un conseil départemental sur qui repose la charge de la prise en charge des mineurs non accompagnés et avec aussi une obligation de solidarité intra-départementale et intra-régionale. Donc voilà, donc, mais on va dire qu'un mineur primo-arrivant qui n'a pas encore eu contact avec les services du conseil départemental. Après, nous avons les cas d'un mineur en cours d'évaluation, donc qu'il a été évalué, il est en attente des réponses ou il attend son rendez-vous. En théorie, avant cette évaluation, il doit être pris en charge, donc être mis à l'abri, bénéficier d'une consultation médicale, psychologique, etc. Chez nous, c'est pas toujours vrai. Faute des places, la mise à l'abri n'est pas systématique avant l'évaluation. À la suite de l'évaluation, les mineurs peuvent être connus ou non reconnus. S'il n'est pas reconnu, bien sûr, il peut faire appel, il peut saisir les juges des enfants, voire il peut aller jusqu'à la Cour des cassations, même après un avis négatif du juge pour enfants. Pendant tous ces temps, on y viendra sur les recours n'est pas suspensif, c'est-à-dire que pendant ces laps de temps, les conseils départementaux fait un peu ce qu'il veut. Certains vont poursuivre la mise à l'abri, certaines pas. Donc, chez nous, en région Île-de-France, on a beaucoup de mineurs non accompagnés qui ne sont pas reconnus en première instance par l'ASE et donc ils se retrouvent en situation de voilà, après, à la fin de tous les recours, bah, il peut être pas connu ou pas reconnu. Si en fine, il est reconnu, bah, l'ASE a l'obligation de le prendre en charge et ou alors il est reconnu tout de suite à l'issue de l'évaluation départementale, soit après la procédure judiciaire. Voilà, vous connaissez toute l'histoire. Donc, un individu qui est, comment dire, soit lui-même, hein, il va se présenter, soit il est identifié par quelqu'un. Vous connaissez la procédure, on fait un IP, une information préoccupante à la CRIPS. La CRIPS ordonne une évaluation par l'ASE. Normalement, il doit être mis à l'abri en situation d'urgence au titre de l'accueil provisoire d'urgence. Jusque-là, la présomption des minorités doit être respectée. Ensuite, il est reconnu mineur tout de suite. OK, très bien. Il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Et là, attention, première chose, même quand il est pris en charge par l'ASE, en fait, il va avoir un référent, mais qui n'a pas un rôle légal des représentants. Il n'a pas de rôle des représentants légal. Donc, parce qu'après, on va voir qui va consentir aux soins si la personne est mineure. Dans les cas où il n'est pas reconnu, eh ben, la présomption d'innocence, wow, lapsus, la présomption des minorités est valable jusqu'à la décision finale de la Cour d'appel. Voilà. Alors, la grande majorité, après on vous donnera les chiffres, mais on considère qu'il y a moins de 30% des mineurs non accompagnés qui sont reconnus immédiatement comme mineurs et isolés et donc immédiatement pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, alors que les autres ont la possibilité de faire un recours. Donc, le recours est possible, bien évidemment. Les problèmes, que les recours, il peut y avoir des délais d'attente qui peuvent aller de quelques semaines à plusieurs mois, parfois des années. Il y a des dispositifs
Pour prendre en charge les MENA en recours, mais pas suffisamment. D'ailleurs, la France s'est fait sanctionner par l'ONU parce que justement, pendant la période des recours, c'est la discrétion des départements, voire des villes, de proposer ou pas l'hébergement et une prise en charge, sachant qu'une grande majorité, pendant cette période des recours, euh, vont se retrouver à la rue et donc sans protection sociale. Et donc, c'est grosso modo, c'est là les grandes majorités des enfants qu'on voit arriver en passe. C'est pour ça que nombreuses ARS, mais aussi la paix, voilà, on a tous essayé de faire des règles pour la prise en charge somatique et psy pendant cette période des recours et ou avant l'évaluation de la sociale à l'enfance. Pourquoi, en fait, quels sont les gros problèmes des mineurs non accompagnés qu'on retrouve à la passe? Bon, évidemment, comme ils ne sont pas reconnus mineurs, donc ils ne sont pas pris en charge, ils n'ont pas de couverture médicale, donc on se retrouve sans couverture médicale, en situation de précarité, donc totalement les profils d'un patient passe. Au niveau somatique, on suppose un retard vaccinal parce qu'ils viennent des pays où on ne sait pas trop, eux-mêmes, ils ne savent pas trop là où ils en sont avec leur couverture médicale, ok. Selon les pays, on a de la parasitose, de la bilharziose notamment. Nous, on a très peu d'addictions. Sur notre file active, il y en a moins de 10%. Alors, les 10% qui, par contre, là, elles sont polytoxicomanes, ça va de l'alcool aux médicaments et tout ce qui traîne. Mais globalement, ça représente 10%, 11%. On a bien évidemment des hépatites B latentes, de l'hypertension. On a beaucoup de diabète, alors qu'ils sont des très jeunes sujets, des problèmes cardio. Traumato, c'est plutôt lié aux conditions de vie, digestives également, parce qu'ils sont en précarité alimentaire, bucco-dentaire, lié à l'hygiène et lié, on va dire, à la carence alimentaire. Dermato, ça va de soi, on a beaucoup de gale, punaises des lits et autres. Et après, on a beaucoup des tuberculoses latentes ou tuberculoses maladies non actives. Au niveau psy, bon, voilà, ce sont des gamins, ils sont à la rue, donc troubles du sommeil, de la tristesse, de la fatigue, sentiment de solitude, troubles de la concentration, ils disent avoir mal quelque part, alors qu'ils somatisent de la détresse psychique, risque dépressif, de la souffrance secondaire réactionnelle normale. Ils sont à la rue, ils sont jeunes, ils sont totalement ballottés. Et beaucoup, certains, souffrent aussi du stress et traumatisme psychique. Voilà. Alors, bien évidemment, être un mineur non accompagné, non reconnu, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un trouble psy majeur. Néanmoins, quand l'expérience migratoire a une somme des facteurs de vulnérabilité, physique, psychique, environnementale, etc., ça ne peut que augmenter ou mettre en exergue la souffrance psychique et donc éventuellement des troubles psychiatriques. Encore une fois, tout le monde n'est pas passé par la Libye, tout le monde n'a pas été exposé à de la violence psychique. Néanmoins, la grande majorité des mineurs non accompagnés a connu une situation de précarité psychique, somatique, administrative dans les pays d'origine, ont subi des situations très traumatiques pendant les périples migratoires et l'arrivée en France n'est pas non plus totalement joyeuse. Voilà, donc donc encore une fois, c'est l'effet d'avoir vécu un événement traumatique, ça fait pas directement, ça donne pas un psychotrauma et a fortiori, ça donne pas un PTSD, mais ce que vous pouvez voir en passe, c'est plutôt une clinique complexe dont les symptômes, c'est souvent des troubles des sommeils, des cauchemars, des attaques de panique, parfois des idées suicidaires, des hallucinations, mais aussi d'une façon plus sournoise, des bégaiements, des crises dissociatives, des troubles de la mémoire, ou alors la verbalisation d'une douleur somatique qui ne correspond pas
à une raison clinique. Voilà, donc ce qu'on peut faire, on passe, parce qu'il n'y a pas un psy malheureusement derrière chaque mineur non accompagné, c'est décider des priorités avec les mineurs non accompagnés. Donc, c'est quoi son urgence? C'est plutôt régler sa situation, c'est du somatique, c'est de l'administratif, etc. On peut commencer des soins par des psychotropes, des anxiolytiques, voilà, des choses qui ne donnent pas des addictions, mais qui peuvent à un moment donné aider les mineurs non accompagnés à faire face à une situation donnée. La plupart des troubles psy étant des troubles réactionnels. Donc évidemment, hein, quand on est à la rue, on ne dort pas bien. Quand on attend les rendez-vous à l'ASE, on est en état anxieux, on est rejeté, on se retrouve ballotté. Bon bref, on a vraiment beaucoup des syndromes réactionnels. Et après, quand c'est nécessaire, on sait qu'il y a des techniques efficaces comme l'EMDR ou les TCC, mais bien évidemment, pour que ce soit efficace, on a besoin d'un cadre, d'une alliance thérapeutique et aussi, entre guillemets, alors, quand on prescrit des neuroleptiques, il faut quand même un minimum d'éducation thérapeutique du patient. On ne va pas prescrire comme ça n'importe comment, mais la passe, ça peut être aussi ces cadres un peu rassurants qui implique une régularité, une alliance thérapeutique et peut en quelque sorte être vraiment faire partie de ce qu'on appelle la réhabilitation psychique quand il n'y a pas un PTSD simple, voire complexe, dont la prise en charge doit être effectivement effectuée selon certaines techniques qui sont du ressort de médecins psychiatres. Voilà, je vous donne quelques photos. Ça, c'est mon album photo, hein. C'est moi la photographe quand je ne suis pas en photo, des conditions de vie des campements migrants en région parisienne, dont beaucoup d'Amena. Je termine rapidement parce que je vois que le temps passe. Donc, il y a eu un rapport Interasso Jeunes en recours. Bon, vous aurez dans les PowerPoint toutes les références et surtout la méthode, la méthodologie qui est extrêmement bien faite sur un échantillon restreint qui est en région parisienne, peu importe. Mais voilà, juste pour vous donner une idée qui est à Paris. Hein, donc, à Paris, où on s'est dit qu'il y a des distributions alimentaires à tous les coins des rues où il y a des bains de douche gratuites. Et c'est vrai, il y a beaucoup d'offres en termes sociaux. Et ben, néanmoins, 90% des mineurs non accompagnés en recours, bien évidemment, pas ceux qui ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, et ben, sont à la rue. Ils dorment à la rue en campement uniquement. Euh, la grande majorité n'a qu'un sac à dos, une couverture, quelqu'un a des tentes qui sont distribuées par les assos, très peu de matelas, etc. Donc, vous voyez, les conditions de vie sont quand même extrêmement précaires. Alors, contre toute attente, euh, plus de la moitié font état des non-dits domestiques, hein, des faims sévères. En gros, ils ne bouffent pas leur faim, quoi. Ils sautent à plus d'un repas sur 3 et donc ont faim, d'où aussi tous les problèmes somatiques qui en découlent. 39% des fins modérées et que 8% des mineurs non accompagnés en recours à la rue disent ne pas souffrir des faim. On a aussi, on va dire, alors, la grande majorité dans les accueils des jours, etc., arrive à avoir un peu une hygiène corporelle, d'où les faits que quand on les voit, sont plutôt bien physiquement, l'apparence est relativement correcte, hein, ils ne sont pas totalement clochardisés, mais voilà, c'est quand même, ça prend beaucoup de temps courir derrière les distributions alimentaires et ou les bains de douche et ou les accueils des jours. C'est plus compliqué d'arriver à laver les vêtements, voir l'équipement, sac à dos, etc. Et la chose qui était très intéressante dans ces rapports, c'est quand on demandait aux jeunes leurs besoins prioritaires, euh,
ce qu'il venait en premier, c'était l'éducation et apprendre à parler le français correctement, donc être scolarisé en gros. Venait l'hébergement ensuite et la reconnaissance de la minorité en dernier. Voilà, je vous renvoie quand même au guide des premières évaluations besoins de santé parce que on en reviendra notamment sur l'évaluation. Donc, ces textes écrits, même si malheureusement, c'est pas totalement et tout le temps appliqué, c'est avant l'évaluation. Donc, comment solliciter des besoins, comment solliciter un recours à un interlocuteur pour faire face à des besoins en santé somatique et psychique, parce que ça va de soi. euh, Souvent, et on en parlera après si vous voulez, comment ça se passe, hein, cette évaluation de la reconnaissance de la minorité et de l'isolement. Les gamins, bah, c'est jouer son futur, et pourtant, ce n'est qu'un entretien qui est basé sur certains critères, mais donc parfois cette évaluation peut être totalement faussée et par l'évaluateur et par l'évalué, s'il est en situation de traumatisme, s'il est dans un stress aigu, s'il ne va pas bien somatiquement, donc s'il a de la fièvre, etc. Donc, ce texte est particulièrement important. Et après, je vous ai mis aussi un certain nombre de références bibliographiques euh, qui vont compléter d'une façon un peu plus théorique ma présentation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai tenu presque à 3 minutes près les temps de Bravo, parole. bravo Barbara, parce que c'était serré effectivement en termes de timing et tu avais beaucoup de choses très intéressantes à nous partager. Donc, et puis mille fois merci aussi pour toutes les références voilà, qu'on communiquera aux équipes pour qu'elles puissent aussi de leur côté approfondir tout ce que tu as dit. Ce que je voulais juste rebondir sur le, voilà, je crois qu'on a des passes de Lyon et même si les problématiques sont à un niveau moindre, on est dans les mêmes problématiques vraiment car Paris en termes de non prise en charge des MNA une fois qu'ils n'ont pas été, surtout en particulier quand ils n'ont pas été reconnus mineurs et le temps du recours, ils sont livrés à eux-mêmes. J'ai eu une alerte pas si tard que la semaine dernière ou il y a 15 jours d'une équipe par rapport à une problématique d'accès à la nourriture, qui n'avait pas été signalée jusqu'à présent. Donc la problématique de la faim, effectivement, chez ces jeunes se fait ressentir plus et ça a aussi un impact important sur leur état de santé. Enfin, on est quand même effectivement dans des situations qui nous préoccupent et des patients qu'on voit effectivement. Alors, je n'ai pas les chiffres, je ne sais pas si Marie et Fabien les ont sur le taux de MNA dans nos passes, mais en tout cas, oui, on voit que depuis quelques années, on en a de plus en plus, avec aussi une féminisation de ce public. On n'a pas eu de questions du tout dans le chat. Voilà, donc je ne sais pas si des équipes souhaiteraient intervenir, poser des questions, avoir des réflexions à partager aussi sur leurs pratiques, sur leurs difficultés, euh, voilà, sur la manière aussi de prendre en charge ces patients. En tout cas, je vous laisse la parole et éventuellement, si quelqu'un veut rebondir. A priori, non. Laure, Oui, je Laure, vous laisse prendre la allez-y. parole. Bonjour. Tu peux ouvrir ton micro. Il Laure, faudrait ouvrir votre micro peut-être. Parce que... ton micro est éteint, ouais. Ouais. Oui, c'est bon. Bonjour, donc je suis Laure Viemont, je suis coordinatrice d'EPAS au CHU de Clermont-Ferrand. Et j'ai une question très pratico-pratique sur l'ouverture des droits parce qu'on a eu le cas pas plus tard que la semaine dernière où en fait on a eu un passage à l'hôpital au 27 juillet et ouverture, donc la DOMI nous a dit il n'y a pas de souci, elle va être reconnue mineure. Sauf que du coup, l'ouverture des droits a été calquée sur la date de prise en charge à l'ASE, donc 10 jours plus tard. Et donc, du coup, en fait, sur le passage à l'hôpital, on n'a pas réussi à ouvrir de droit. Donc, la Sécu me dit qu'il faut qu'on fasse une demande d'AME pour régulariser. Mais c'est vrai que ça paraît un peu compliqué, quoi. Alors, sur 10 jours, oui, c'est clair.
Sur des jours, oui. Après, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre en attente la facture, faire, je ne sais pas. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que quand les mineurs non accompagnés reconnus par l'ASE, bon là, il n'y a pas de problème, il va bénéficier d'une PUMA ou d'une C2S. Et donc, l'ensemble des frais de santé sont facturés à la CEPAM. Pour les mineurs non accompagnés qui ne sont pas reconnus mineurs et isolés, en fait, pour nous, professionnels de santé, en s'appuyant sur la circulaire et ensuite sur du 2016 sur l'instruction de la DGOS de 2018, c'est vraiment considérer les mineurs comme mineurs. Donc l'inscrire en tant que mineur et faire en sorte d'ouvrir des droits à l'aide médicale d'État en faisant valoir la minorité, donc les non-besoins de démontrer les 3 mois de carence, etc. Et après, si en traitant à la suite du recours les mineurs reconnus mineurs, eh ben, elle va rebasculer sur la PUMA. Mais en effet, ce qu'on dit aux équipes, un mineur non accompagné, peu importe où il en est sur son process, est-ce qu'il est vu, pas vu, est-ce qu'il a rendez-vous dans 10 jours, dans 20 jours? Alors, normalement, c'est 5 fois 5 jours, hein, mais parfois, ça peut être, les délais pour la première évaluation peuvent être prolongés. On demande d'emblée de faire des demandes d'ouverture des droits à l'aide médicale d'État, quitte à changer ensuite. D'accord. On le saura, ça nous servira de leçon. Merci. Marie, je te laisse compléter. Pardon, j'allais dans le même sens que Barbara. Je crois qu'il faut pas tarder à instruire une demande d'aide médicale d'État pour cette situation. N'hésite pas à mettre en copie le courrier de la CPM qui va dans le sens de demander un peu en après-coup, parce que normalement, vous avez une dizaine de jours pour instruire une primo-demande d'AME, donc là, c'est un peu tardif. À mettre en copie ce courrier de la CPM qui demande, compte tenu de la situation, d'instruire une demande d'AME pour couvrir la période d'hospitalisation. Et puis après, il faut aller à la discussion. Il faut le faire très vite dans un premier temps, et puis ensuite aller à la discussion avec la CEPAM. Non, mais la CEPAM m'a dit qu'il nous soutiendrait dans la démarche, mais effectivement, on va le tenter, on verra bien. Ne tardez pas du tout. Ouais. Ça marche, merci. Alors, bonjour. Je suis Élodie, je suis assistante sociale sur la place de Bourg. Dans l'Ain, en fait, je demande une rétroactivité auprès de la sécurité sociale. À partir du moment où je prouve que le mineur il était présent à la date des soins, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas une rétroactivité. Hein. Si, parce que le problème, c'est que pour ce patient-là, il n'était pas encore reconnu mineur. Ouais, mais oui, mais c'est vrai que dès lors qu'il l'est, ça peut se tenter. Dès lors qu'il est, il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas la rétroactivité. Oui, et comment tu fais, Amélie, Élodie, pour demander une rétroactivité sur l'espace partenaire, je fais une demande de rétroactivité en joignant un bulletin d'hospitalisation. PUMA C2S. Ça marche à tous les coups. Ouais, bah, je pense que ça peut être tenté en ça a été parallèle, c'est vrai. Mais sur la situation que j'évoquais, c'est ce qu'on a fait. On a demandé la rétroactivité. En fait, on a eu une réponse du portail partenaire qui m'a été confirmée ce matin par notre référent CPAM. Et comme quoi, il refusait la rétroactivité parce qu'il se basait sur la date d'admission à l'ASE, en fait. Ouais, c'est dur, hein. C'est un peu absurde, en effet. Ouais. En tout cas, moi, ce que je pense qu'il y a une chose importante, c'est que dès que vous rencontrez un mineur et que vous ne savez pas où il en est de sa démarche, c'est effectivement de faire une demande d'AME, sauf si vous êtes sûr qu'il est déjà reconnu mineur par l'aide sociale en France. Et c'est surtout important de passer ce message aux partenaires, parce que je pense qu'il y a beaucoup de travailleurs sociaux qui n'y pensent pas ou qui ne le font pas. Ces mineurs, ils sont souvent connus dans des réseaux associatifs ou autres. Et c'est effectivement important de faire passer le message que tout mineur présent en France peut bénéficier de l'AME dès qu'il a mis le pied sur le territoire. Ce qui n'est pas très logique. Pardon ? Ce n'est pas très logique puisqu'on dit que le mineur n'a pas le droit est considéré comme en situation régulière. Oui, mais ça, c'est une exception, le fait que le mineur, il a, pour le coup, lui, la possibilité d'avoir l'AME dès qu'il arrive sur le territoire, s'il est isolé et qu'il n'a pas de parents. On n'est pas en paradoxe près. Voilà. Alors, il y a une question sur le chat, peut-être qu'on pourrait la poser parce qu'elle… Ah, pardon, la phase de Saint-Étienne, pardon. On vous laisse la parole, vous ouvrez votre micro.
Oui, c'est Virginie de Messard, un des médecins de la PAS. En fait, nous, on voulait poser une question aux autres PAS, du coup, pour savoir si... parce que nous, le procureur de la République dont on dépend s'est positionné en statuant que les mineurs non accompagnés, certes, il y a une présomption de minorité, mais par contre, ils sont autorisés à donner leur accord pour les soins, comme s'ils sont majeurs. Et on se posait la question si tous les procureurs statuent de cette façon-là ou pas. Merci parce que vous répondez effectivement à la première question qu'avait posée la PAS de Priva. En tout cas, je ne sais pas si Barbara, tu me compléteras, mais il me semble que vous avez édité un guide que d'ailleurs on a fait passer plusieurs fois aux équipes, assez intéressant sur justement cette présence ou pas d'un adulte et de comment effectivement un médecin peut prendre une décision avec la parole de l'enfant. Oui, en fait, il y a deux cas de figure. Alors, là, je ne parle même pas d'un mineur non accompagné. Je parle d'un mineur tout court, quoi. Ça pourrait être mon fils, ma fille, peu importe. En fait, s'il y a un soin urgent, on fait les soins et on ne s'occupe pas de savoir si les gamins, un parent, deux parents, 4, 5, etc. Là, c'est juste les soins urgents qui est vraiment donné d'emblée. Par exemple, si les gamins ont un accident, quoi, il est embarqué par les pompiers, là, on ne cherche même pas à savoir s'il a des parents, on soigne, on verra les restes après. Hors urgence, donc tout ce qui est programmé, donc des soins à la passe, etc., en fait, sur l'article, que je ne dise pas une bêtise, L 1111-5, bon, bref, les codes de la santé publique, en fait, on nous dit qu'hors urgence, on peut dispenser, on peut faire abstraction de l'obtention du consentement des titulaires de l'autorité parentale, en gros les parents, on peut s'en passer, je dirais ça autrement, voilà, dans tout acte des préventions, dépistage, diagnostic et traitement, donc vous voyez l'échelle est très large, qui doit être fait pour sauvegarder la santé de la personne mineure. Donc, derrière ça, en gros, on peut tout y mettre. Et ça a été fait justement pour permettre notamment à des mineurs de pouvoir faire recours à l'IVG sans que les parents soient au courant. C'était comme ça. Les mêmes codes de la santé publique s'applique, par exemple, si les parents s'opposent à une transfusion des sangs parce que leur religion l'interdit. Et donc, en fait, à partir de là, en gros, on peut, avec l'accord du mineur, faire n'importe quel soin, n'importe quelle vaccination, n'importe quel soin, délivrer des médicaments, autant incroyable puisse sembler, un gamin peut aller à une pharmacie des villes avec une ordonnance et avoir accès à ces médicaments. Mais par Voilà. contre, dans ce cadre-là, il me semble qu'il faut un majeur référent. C'est comme pour le démarche d'IVG où il faut un majeur référent. C'est pas obligatoire. Alors, il est fort souhaitable pour éviter qu'il puisse y avoir une emprise de la part du professionnel de santé sur les mineurs. Donc, en fait, il est fort souhaitable pour les professionnels de santé pour éviter d'être éventuellement accusés d'avoir eu une emprise sur les mineurs, du style, mais non, tu vas tuer un bébé, voilà. Non, bon, voilà. Donc, c'est plutôt pour se protéger les professionnels de santé. Et bien évidemment, c'est un droit pour les mineurs, où ils peuvent venir accompagnés d'un adulte de confiance, mais en gros, ça ne sert à rien. C'est lui qui doit prendre la décision. Les médecins peuvent demander à cet adulte de confiance de sortir s'ils considèrent qu'il n'a pas à être là à un moment donné. Donc, c'est un choix du patient, c'est un droit du patient. C'est plus confortable pour les professionnels de santé, mais un, ce n'est pas une obligation, et deux, ce n'est pas un obstacle aux soins. Donc concrètement, si vous êtes à la passe, que les mineurs non accompagnés est venu tout seul, et vous faites en sorte que l'assistance sociale soit là en tant que témoin présente, qu'elle puisse dire, mais tu peux venir me reparler, etc. Mais ça ne doit pas être un obstacle pour
proposer des soins aux mineurs. Merci Barbara d'avoir dit clairement les choses parce que je pense que c'est souvent une problématique que rencontrent les équipes. L'autre chose que je voudrais dire, qu'en fait, la chose qui est vraiment très importante, on passe quand... Alors, je dis une chose et là, je vais dire un peu, je vais mettre une nuance. C'est-à-dire que nous, en tant que professionnels de santé, la seule chose qui doit nous emporter, c'est la santé, pouvoir soigner, pouvoir proposer des soins, des médicaments, etc. Et en fait, on n'a pas s'y mêler dès quelle est la situation administrative du jeune en question. Donc, son parcours et sa situation socio-administrative, en rien, doit empêcher de proposer, prodiguer des soins. Néanmoins, sur l'accompagnement, on ouvre une aide médicale d'État, etc. Néanmoins, si l'enfant, enfin les mineurs, n'a pas été reconnu mineur et isolé, l'attestation de non-reconnaissance des minorités et isolement est super importante parce que une fois qu'il a cette attestation de non-reconnaissance de la minorité et de l'isolement, il peut bénéficier de l'ensemble des dispositifs des droits communs adultes. Donc, tout ce qui est administratif, notamment tout ce qui est pour avoir une adresse administrative, des colis alimentaires, et donc on fait, appeler le 115, parce que souvent, bonjour, j'ai 17 ans, ben non, les 115 c'est pour les adultes. Non. Une fois que les gamins qu'ils soient en procédure de recours ou pas, mais quand il n'a pas été reconnu mineur, l'ASE n'a pas le droit de lui donner un nouveau certificat civil, hein. Elle ne va pas lui créer un nouveau passeport, une nouvelle carte d'identité. Donc, en fait, la non-reconnaissance de la minorité, jusqu'à quand elle va être validée et ou invalidée par la Cour de cassation, on doit le considérer comme pouvant bénéficier de l'ensemble des dispositifs de droit commun adultes. Donc, les passes, par exemple, dont les cours d'alpha, dont l'accès aux distributions alimentaires, aux 115, etc. Et ça, souvent, nos partenaires méconnaissent ça. Donc, par exemple, on a souvent des assos qui font qui peuvent ouvrir une adresse administrative qui disent « Ah ben non, mon organisme est agréé uniquement pour les adultes ». C'est vrai, mais du fait de cette attestation de non-reconnaissance, les mineurs non accompagnés, parce que c'est ça les problèmes d'avoir une AME, hein, savoir une adresse. Oui, c'est une question qui a été posée dans le chat, effectivement, sur la problématique de la domiciliation, en particulier sur Lyon. Alors, on avait fait un travail important avec les CCAS de Lyon, mais visiblement, ça n'a pas complètement débloqué la situation, puisqu'il y a normalement, il y avait un engagement des CCAS de domicilier les personnes mineures à la demande des professionnels des PASS, mais c'est pas toujours très efficient, ça sera sans doute à reprendre. Par contre, tu as dit quelque chose qui m'a mis un peu en questionnement. Tu dis que d'avoir cette association, ça permet d'être soigné en PASS. Mais je rappelle quand même, et c'est ce que tu disais dès le départ, c'est que les patients qui sont mineurs sont aussi soignés en PASS. Alors, on a certaines PASS qui ne prennent pas de mineurs, liées au fait que l'établissement ne reçoit pas de mineurs, mais globalement, effectivement, ce sont des patients des PASS qui soient mineurs ou majeurs. Oui. Mais en fait, cette attestation permet l'accès à l'ensemble des dispositifs de droit commun adultes. Donc, les 115, dont effectivement la domiciliation administrative, dont, par exemple, des services, alors parce qu'on peut avoir des hôpitaux adultes, des hôpitaux enfants, voilà, un mineur qui n'a pas été reconnu ne doit pas forcément être adressé à un service pédiatrique. Il peut être adressé à un service d'adulte, oui. Alors, c'était ça. Dans le chat, on me fait remonter aussi les problématiques, effectivement, non seulement de domiciliation, parce que peu de mineurs ont une domiciliation, et puis la problématique aussi d'un refus du 115 de prendre en compte les demandes des MNA qui sont en recours. Mais peut-être qu'effectivement, il faudrait qu'on travaille avec le 115 si ces jeunes ont l'attestation de non-reconnaissance de la minorité. Donc ça, c'est quelque chose que je pourrais travailler avec le SIAO. Je me mettrai en contact avec Nathalie, je pense que c'est toi qui a posé la question. Ouais. Parce qu'en fait, tu as vraiment, et ça, s'agissant d'une instruction qui est rattachée à une circulaire, hein, elle est opposable. Okay. C'est pas juste une recommandation, hein, donc vraiment cette circulaire, hein, elle est opposable elle est opposable.
Donc, on peut dire, c'est sûr que c'est les gamins, il dit bonjour, j'ai 16 ans, je suis à la rue. Il va se dire, ben non, t'es mineur, les 115 est pour les adultes. Donc, il y a tout un travail de pédagogie à faire en disant, je suis en recours par rapport à ma minorité et j'ai une attestation de non-reconnaissance. Voilà. Alors, nous, on est très, enfin, comment dire, très copains par la force des choses avec France Terre d'Asile ou la Croix-Rouge française. En fait, les organismes qui font l'évaluation sont missionnés par délégation, par l'ASE pour l'évaluation, etc. Parce qu'une fois sur deux, les gamins, il a perdu ses papiers. Voilà, donc effectivement, là, va faire valoir qu'il y a un recours, qu'il n'a pas été reconnu. Donc, si on a juste un papier comme quoi il a 16 ans et il nous dit, bah oui, mais on m'a dit que j'étais là, mais il nous faut ces papiers, quoi. Donc, parfois, les organismes agréés par l'ASE pour l'évaluation, quoi, peuvent remettre une copie de cette attestation aux travailleurs sociaux. Ok, ça c'est intéressant. Sur la question de la domiciliation, je voulais rajouter deux choses. La première, c'est que une demande d'AME peut être déposée sans adresse de domiciliation. La question de l'absence de domiciliation temporaire ne nuit pas à l'instruction du dossier de demande d'aide médicale d'État. Là-dessus, on pourra vous réenvoyer une fiche qui avait été éditée par une CPM, notamment la CPM du Rhône. C'est des fiches qui émanent du pôle AME national pour rappeler ces conditions-là. Hein. Donc, l'absence de domiciliation je dirais sur du long cours va nuire quelque part au droit, mais l'absence de domiciliation au moment de l'instruction du dossier ne nuit pas à l'ouverture des droits. Donc ça, c'est vraiment une première chose et il faut le retenir. La deuxième chose, c'est qu'on a travaillé avec les coordinateurs régionaux des PASS à l'échelle nationale pour éditer une fiche qui se trouve sur le site du ministère de la Santé dans le guide des professionnels des PASS sur la domiciliation. On vous rappelle que dans des cas un peu exceptionnels, les hôpitaux peuvent également domicilier temporairement quand vraiment il n'y a pas d'autres possibilités de domiciliation auprès des CCAS. Donc, ce n'est pas une solution en soi et ça suppose quand même malgré tout un peu de logistique, mais en recours extrême, de manière temporaire, les hôpitaux peuvent domicilier les patients également. Donc, on vous remettra ces éléments avec le compte rendu et la présentation de Barbara. Je complète ce que dit Marie sur la fiche de domiciliation. Je crois qu'elle, juste pour être précis, je ne crois pas qu'elle est encore validée et disponible sur le site. Elle doit être encore en travail. Elle fait l'objet encore d'une dernière validation. Mais elle redit bien. Non, elle y est sur le site, Marie? Elle est sur le site. Hein. Ah, ça y est. Okay. Parce qu'on en a travaillé peut-être une autre, alors peut-être un peu plus précise récemment, qui elle n'y est pas, je ne crois pas. Et elle redit bien qu'effectivement, il n'y a pas besoin de domiciliation, y compris dans le cadre des hospitalisations. Vous pouvez, via une attestation sur l'honneur, en fait, expliquer pourquoi la personne n'est pas en mesure d'effectuer une domiciliation pour le moment, mais ça engage quand même le patient ou le jeune à obtenir une domiciliation par la suite, dans un délai de 3 mois. En fait, c'est une ouverture temporaire. Elle se fait sur 3 mois. Et ces 3 mois sont censés aider au patient à pouvoir fournir les pièces qui manquent à son dossier. Et au-delà de 3 mois, effectivement, s'il n'a pas fourni une domiciliation, ils peuvent bloquer le dossier d'AME et fermer les droits. En tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos CCAS respectifs dans les cas où ça bloquerait, parce qu'un CCAS n'a pas le droit théorique de refuser une domiciliation. Il ne peut pas invoquer voilà, le fait qu'il n'ait plus de place, ce n'est pas possible. Certaines associations, oui, mais les CCAS, non. Et en cas de blocage, à nous solliciter pour qu'on puisse essayer de voir comment vous aider à débloquer tout ça. Mais c'est vrai que ça ne peut pas exister, les refus de DOM. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On va arriver au terme de notre échange. Nous étions voilà, 32 personnes connectées, donc ce qui veut dire une petite trentaine d'équipes, parce que j'ai vu que derrière les écrans, il y avait plusieurs personnes. Donc, écoutez, merci à vous voilà, d'avoir participé à ce webinaire. Merci aussi beaucoup à Barbara d'avoir accepté de venir nous parler de cette problématique et voilà, des enjeux et de l'accès aux soins
vraiment important pour ces publics. On vous souhaite une bonne fin de journée. Elisabeth, Oui. pardon, je t'interromps. Oui. On peut dire que le prochain temps Ah oui. Web Café, ce sera le 8 décembre, toujours à 13 h. Et s'il n'y a pas de changement, on parlera de l'articulation entre les dispositifs de santé publique comme les CLAT, Cégide, centres de vaccination et les passes. Et ce sera certainement le dispensaire Émile Roux de Clermont-Ferrand qui interviendra pour parler de ça avec vous. Voilà, donc on vous enverra bien les éléments plus tard, mais si vous voulez le noter, le 8 décembre à 13 h. Effectivement, j'avais oublié cette chose importante. Et puis donc, entre-temps, on vous enverra le PowerPoint de Barbara et puis de nouveau l'invitation pour le 8 décembre. Merci à tous, merci Barbara. Et puis, merci à vous. Très belle journée.